Non, mais bon. Super. Et ben, du coup, c'est parti pour cette chronique chorégraphique hebdo du lundi 13 décembre. Et c'est Alma qui va démarrer avec la chronique expérientielle. Mmh. Alors, pour cette chronique du lundi, je me suis concentrée sur le thème, de la nature et donc de l'écologie. Et du coup, d'abord, je commence avec une femme, donc une figure, féminine, qui a fait, beaucoup d'avancées. Donc je voulais parler de Wangari Maathai. Excusez-moi pour la prononciation, c'est sûrement pas la bonne prononciation. Donc c'est, la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à avoir obtenu un doctorat. Elle était professeure à l'université et militante écologiste des droits humains. Et en 1977, elle fonde le mouvement de la Ceinture verte. Donc c'est une organisation non gouvernementale qui encourage les femmes à planter des arbres pour lutter contre la déforestation et la dégradation de l'environnement. Donc aujourd'hui, on peut estimer à plus de 50 millions le nombre d'arbres plantés grâce à ce mouvement. Et en 2004, elle devient la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Et donc j'ai trouvé une petite vidéo brute qui résume très bien le tout. Hop, je vous la mets. Instead of harvesting this beautiful water that the Lord has, the good God has given us, we are not only losing the water, we are losing the soil. I have been talking about the environment, yes, but I have also been talking about good governance. And I have been trying to say that it is very important that we consciously work for peace by avoiding mismanagement of our resources. I have done nothing. I was only planting trees at Freedom Corner. Sinon, Désolée. pas de souci. Tu peux continuer peut-être sur autre chose. On regardera à la fin de la vidéo. Pardon, j'ai pas entendu. Tu peux peut-être continuer sur ta suite. On regardera à la fin de la vidéo après. Ok. Et donc voilà, donc pour conclure, elle a été élue au Parlement de la République du Kenya donc en 2002 et elle devient ministre adjointe au ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Ensuite, mon autre chronique. Donc je voulais vous parler de l'exposition Mimesis qui est au Centre Pompidou de Metz. Hop. Voilà. Donc en gros, donc l'idée c'est que la nature se retrouve souvent, se retrouve beaucoup dans l'art. C'est un sujet d'inspiration pour les sculpteurs, les peintres, etc. Et du coup, la question de cette expo, c'est et le design dans tout ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et donc l'expo nous invite à considérer cette forme d'art comme une véritable mimétique du vivant et de la nature, donc grâce au principe du biomorphisme qui apparaît à la fin du 19e siècle. Et donc là, l'idée, c'est que les designers du monde entier puisent leur inspiration et leurs matériaux
de nature vivante que l'on cherche à protéger et à faire perdurer de tous les moyens. Donc c'est une expo qui est du 11 juin au 16 janvier 2023, 11 juin 2022. Donc on a le temps de se renseigner pour aller la voir. Et mon autre chronique expérientielle, donc c'est à Lille. Donc il y a la 6e édition qui met la nature et sa préservation au centre de ses préoccupations. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en avant la beauté de l'environnement qui nous entoure pour pousser les gens à le protéger. Et contrairement à beaucoup d'expositions, justement, ils ne veulent pas montrer, par exemple, des photos de forêts qui brûlent ou des catastrophes. Ils veulent prendre un autre angle qui est plus de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature. Donc, ils vont créer des champignons géants, des dessins réalisés à partir de fleurs lumineuses. Nature par des choses plutôt positives que négatives. Donc ça, c'est une expo du 14 mai au 2 octobre 2022. Voilà, donc métro à Lille, du coup. Voilà pour mes chroniques. Super, je crois qu'on a eu des petits soucis de connexion, donc on t'a perdu à 2-3 moments. Ah, Mais merci beaucoup à toi. Et on va du coup laisser la parole à Didier. Didier, si ça ne te dérange pas, je vais faire un petit partage d'écran sur tes 2 films que tu présentes pour montrer quelques images pendant que tu parles. D'accord. Alors, je vais présenter 2 films qui viennent de sortir, à savoir d'une part La fièvre de Petrov et d'autre part Madres Paralelas. Alors, je vous propose de commencer plutôt par Madres Paralelas, puisque le second film m'a plus intéressé. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, comment se présente Madres Paralelas, qui est le film d'un auteur, d'un réalisateur fantastique, qui est Almodovar, se présente pour moi sous une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'apparemment, comme le titre l'indique, on est dans une histoire de femmes, on va dire modernes, mères, qui ont 2 grossesses parallèles en quelque sorte, et surtout, quand je dis que ce sont des femmes modernes, c'est peut-être un cliché facile, mais il y a quand même toute une série de connotations actuelles que l'on connaît, c'est-à-dire des mères plus ou moins seules, des femmes qui travaillent, une femme qui a 7 enfants par un viol, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a une série de connotations que l'on peut trouver et elles sont très bien ensemble. Et apparemment, si vous voulez, on a l'impression que le sujet principal est une espèce de célébration de la maternité, ce qui est vrai aussi et qui est intéressant. Et une maternité complètement libre et assumée. Voilà. En réalité, il y a un autre problème derrière ces maternités annoncées comme centrales, un peu mélodramatiques. Il y a le problème de la mémoire et de la guerre civile en Espagne. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais vous savez que quand le franquisme a disparu, il y a eu une espèce d'omerta, de silence. Le roi Juan Carlos a repris le pouvoir et du coup, on n'a jamais jugé les bourreaux et les victimes sont restés victimes avec une grande frustration. Et donc, le sujet du film, en réalité, c'est que une des 2 femmes est à la recherche comment dirais-je, d'une fosse commune qui est dans son village, où elle voudrait avoir une autorisation de l'État pour pouvoir identifier les morts qui sont dans cette fosse commune. Et tout le film est en quelque sorte sous-tendu par ce problème, avec la leçon finale qui me semble intéressante, c'est-à-dire comment des enfants et des petits-enfants de républicains peuvent se construire réellement si on n'a pas travaillé la mémoire,
si on n'a pas identifié clairement les victimes et les bourreaux, et si on ne parle pas le passé tel qu'on doit le passer. Voilà. Une petite cerise sur le gâteau que tout à l'heure, Géraldine, tu nous montrais. Si tu pouvais revenir sur les images, parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Si tu pouvais laisser celle-ci. Regardez bien Madre Paralelas avec l'œil. Vous voyez? Oui. Alors, il y a eu tout un problème parce que c'était la première affiche de Javier Jaén, qui est un grand publicitaire. Et si vous regardez avec plus d'attention, vous remarquez que l'œil a un iris, je pense qu'on dit ça, et que l'iris est un téton. Oui. Et que de ces tétons goutte une goutte de lait, qu'on peut dire aussi larme. Et donc, sur Instagram, ça fait polémique, les gens se sont révoltés, et finalement, l'affiche a été censurée, et Javier Jaén a été obligé d'abandonner et de faire la seconde que vous voyez, où les deux femmes s'enlacent, donc où on insiste plus sur le côté, on va dire, mode, tendance, de femmes qui sont très proches et même plus que proches, avec un fond rouge très passionné, mais la morale est sauve. Voilà. Merci. Et ouais, et je crois aussi savoir que en fait, Facebook, Instagram a un logiciel très approfondi qui repère les tétons des femmes. Et donc, au-delà même des abonnés Instagram, il y a une… Oui, c'est ça aussi, les algorithmes, ils Voilà. mettaient, tu vois, oui, oui, Et voilà. ce que je trouve rigolo, c'est que le publicitaire ait tenté de détourner l'algorithme en faisant croire à l'algorithme qu'il s'agit non pas d'un téton, mais d'un œil. Et bon, alors, du coup, apparemment, ça n'a pas fonctionné, mais je trouve ça vraiment rigolo de sa part d'avoir graphiquement réfléchi à comment faire passer un téton sur un algorithme numérique parfois un peu biaisé et pas très malin. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment de façon insidieuse la censure existe quand même. Exactement. Et donc, je te laisse parler de La fièvre de Petrov. Pardon? Ah oui, alors La fièvre de Petrov. Alors La fièvre de Petrov est un film assez enthousiasmant parce que c'est un film donc de Serge Sebrennikov, pardon, pas Serge, Kirill Sebrennikov, qui est un grand réalisateur russe. Et comme son nom l'indique, le personnage principal s'appelle Petrov et il a une fièvre carabinée. Alors, explication du titre rapide, c'est-à-dire que c'est une aventure humaine délirante, décapante, extravagante, de ce personnage qui, du coup, comme il a une grippe carabinée, une fièvre carabinée, il voit tout le monde, il perçoit tout le monde à travers une espèce de prisme complètement délirant, où il y a comme un vertige parce qu'il est impossible d'identifier, c'est ce qui est très jubilatoire, clairement la frontière entre le conscient et l'inconscient, entre le réel et l'état de veille, et on est dans un univers onirique remarquable. Alors, l'idée du scénario est quand même assez simple, finalement, on s'en rend compte à la fin du film. C'est la quête d'identité d'un adulte qui est père d'un enfant, père divorcé, qui se rappelle lui-même son enfance avec son père et avec comment dirais-je, une image d'une femme qu'il avait dans son enfance complètement traumatisée. Voilà, ça c'est, on va dire, le premier point. Le second point qui me semble le plus intéressant, c'est comment arrive-t-on à cette quête d'identification qui est finalement assez classique. Alors, c'est une espèce d'aventure picaresque, vous savez, un peu comme un Lazarillo, c'est-à-dire un Lazarillo plus vieux, mais à qui il arrive des tas d'aventures. Et toutes ces aventures se passent dans une espèce de véhicules successifs qui sont très symboliques, puisque le premier est un corbillard complètement fou et délirant,
Et le second est avec Maccabée, bien évidemment, hein, et le second est un bus complètement improbable qui permet justement de traverser la ville et d'être dans le monde réel. Simplement, la perception, vu son état, devient un monde complètement hallucinant, mais qui présente quand même la réalité. Et donc, on voit un tableau de la Russie complètement sombre, et où dans cette rencontre de la mort, de l'amour, de tout le franchissement des interdits, de référence à des régimes policiers arbitraires, à des arrestations arbitraires, enfin, tout ce qu'on peut imaginer sur la Russie, l'homosexualité défendue, etc. Eh bien, derrière tout cela, vous avez une aventure complètement exaltante de cet homme qui finalement arrive à trouver une forme de paix et qui fait fi du monde qui l'entoure, même s'il l'a rencontré. Voilà. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, une espèce de parcours initiatique absolument bouleversant. Alors là aussi, il y a une petite cerise sur le gâteau. En réalité, ce réalisateur est poursuivi et cassé par le régime russe. On l'a empêché d'aller à Cannes prendre sa récompense. Et il a réalisé ce film alors qu'il était assailli par les tracas et par les séances du procès. Donc, souvent, le jour, il allait au procès et il tournait dès qu'il pouvait la nuit. Donc, si vous voulez, ce n'est pas non plus étonnant peut-être que ce film ait pu correspondre à une espèce de, comment dirais-je, d'évacuation complètement libre et libertaire de tout ce qu'il pouvait endurer et de tout ce que le pays dans lequel il vit suggère, mais en même temps, il y a une force de vie de nouveau qui est finale et qui est remarquable, et je ne dis pas la fin. Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup, Didier. Bravo. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Ça donne très, très envie. J'espère que vous irez les voir. Et on va essayer avant les congés de Noël. Merci beaucoup à tout le monde. Bon appétit et bonne fin de lundi. Et bien alors à bientôt.